l'actualité nous oblige de vous mettre au parfum. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour remplir notre devoir de vous informer, former et de vous divertir. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons juste échanger tout autour de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, l'acquittement de Vital Kamerhe. Est-ce que l'état de droit est en péril? On va boucler cette émission avec spécial 30 juin, 62e anniversaire, que l'avenir pour la République démocratique du Congo. Et pour faire le tour de toute l'actualité, je ne suis pas seule. Je récite pour vous les pionniers de l'IDPS, c'est Corneille Moulumba. C'est avec lui qu'on va changer au moins tout autour de toute cette thématique de la soirée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Merci beaucoup. Ouvrons notre page de l'émission aujourd'hui avec d'abord l'actualité qui ne cesse de défrayer la chronique sur l'acquittement de Vital Kamerhe à la cour d'appel. Quelle est votre appréciation? Moi je suis très triste et même révolté. Non pas du fait que on ait acquitté Kamerhe. Je pense dans notre pays, la justice doit être la justice. S'il est innocent, on doit le libérer. S'il n'est pas innocent, on doit le condamner. C'est la moindre des choses. Mais au-delà de cela, nous sommes là au sommet de notre justice. Les arguments que l'on avance pour dire qu'il n'y a pas de preuves, donc on n'est pas au fond de l'argent qui est perdu, qui est dépensé, n'est-ce pas? On dit qu'il n'y a pas de preuves. Est-ce que la justice congolaise, à ce haut niveau, ne savait pas qu'il n'y avait pas de preuves? Si à ce niveau-là, on ne sait pas voir qu'il n'y a pas de preuves, parce que Vital Kamerhe a été condamné en première instance, il était là en appel, il a été encore, la condamnation a été confirmée, même si on a réduit quelque peu la peine. Donc, ça veut dire que notre justice n'est pas sérieuse. Parce que comment à ce niveau-là, au sommet, on ne sait pas dire qu'il n'y a pas de preuves ou qu'il y a des preuves. Ça c'est un. Deux, le procès est passé en direct à la télévision. Tous les Congolais étaient accrochés dans leur fauteuil pour suivre ça. Des gens rentrent du travail avant pour suivre ça. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'était quelque chose qui était bien attendu et on était en droit, comme beaucoup, de dire que voilà, enfin l'état de droit est de retour. Parce que là, on ne sait pas manipuler des choses. Ce qui a été révélé dans ce procès, que tout le monde a suivi, personne ne dit pas que c'est faux. Personne ne dit que c'est faux, je veux dire. Personne ne dit que c'est faux. On dit qu'on acquitte pour faute de preuves. Donc, le fond du problème reste les 57 millions de dollars ou quoi, ça reste vrai. Mais allons plus loin. Les 100 jours, ce n'est pas seulement le projet de maison, les 57 millions. C'est plus de 400 millions de dollars. Ça ne peut pas s'arrêter là. On le libère, c'est une chose, mais il y a 400 millions de dollars. Comme il y a 280 millions de dollars de chez Bukangalonzo. On ne peut pas laisser comme ça. C'est l'argent qui appartient aux Congolais. Vous vous imaginez, madame, ça fait combien d'écoles, ça fait combien d'hôpitaux, n'est-ce pas, pour aider les enfants congolais? Et ça, ce n'est pas possible. Il faut donc, on l'a quitté, mais cet argent, on doit savoir où il est parti. On attend de l'IGF qui fasse l'enquête, qu'on sache les 400 millions de dollars sortis pour les 100 jours sont où? Voilà, les 450 millions de dollars sont où? On va y revenir par rapport à ça. Alors, s'il faut essayer un peu d'analyser l'état de droit République démocratique du Congo, ça a été quand même la question qu'on s'est posée même au début de cette émission. Quel serait votre regard? Il y a beaucoup à faire. Il y a des gens qui sont en prison depuis un certain temps et qui ne devraient pas y être. Il y a des personnes qui ont été condamnées, moi je trouve injustement, c'est le cas du docteur et ministre Oli Ilunga, qu'on a condamné à 5 ans avec 5 ans de travaux forcés, alors qu'il n'est pas établi qu'il a détourné. Il est sanctionné parce que son directeur de cabinet a, excusez-moi l'expression, jonglé avec l'argent de l'État. On a fait de 400 000 dollars, pas comme l'autre 400 millions, n'est-ce pas, 400 000 dollars, et que du fait qu'il était ministre, il est solidairement responsable.
Voilà pourquoi il est condamné. Pas qu'il a volé de l'argent, mais la faute, elle est individuelle. La faute est individuelle. Donc, c'est la personne qui a volé qui devait être sanctionnée. Pas lui, lui n'a pas. Et au procès, le directeur, son conseil financier, auteur de l'opération, avait reconnu. Donc, je veux dire, c'est un exemple pour montrer que on libère certains, on laisse même sortir alors qu'ils sont condamnés. Ils partent à l'étranger, ils reviennent, ils sont acquittés, et ainsi de suite, pour des sommes faramineuses, tandis que d'autres sont là en prison, croupis dans la prison depuis 2-3 ans, pour rien. Pour rien. Donc, l'état de droit pour lequel nous sommes battus, nous de l'UDPS là, c'est pour qu'il y ait la justice. Et là, nous devons être rigoureux, très rigoureux, parce qu'on dit que la justice élève une nation. Donc, ça fait partie, c'est comme notre armée, notre justice, nous devons nous investir totalement à ce que ces deux instruments soient les meilleurs possibles. Parce que s'il y a la justice, il y a la paix sociale. S'il y a l'injustice, il y a un manque de cohésion nationale, parce qu'on ne se sent pas concerné par les décisions prises arbitrairement. Et croyez-vous, parce qu'aujourd'hui le vin est déjà tiré, croyez-vous que l'état de droit en RDC est-il en péril? Mais, écoutez, je ne suis pas pessimiste de nature, sinon je ne ferai pas de la politique. Nous faisons un constat que ça ne va pas. Alors nous devons agir. Il y a des gens qui ont été condamnés, je me rappelle, qui ont été libérés arbitrairement quelque part. Et ça ne fait pas bien. Donc, battons-nous pour mettre les choses en place aujourd'hui. Si il y a des gens qui dirigent le pays, c'est pour qu'effectivement, il y ait cet état de droit, que tous les Congolais, quels qu'ils soient, les petits comme les grands, soient soumis à une même justice. Le rôle, c'est de veiller à leur bien-être. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup, trop à faire. Jérémy Battant disait que la publicité des audiences permet juste au peuple de juger les juges et d'apprécier leur impartialité. Pensez-vous que la justice congolaise est-elle fiable aux yeux d'un peuple qui demande où est parti les 57 millions de dollars? Je pense que la publicité est importante parce que quoi qu'on dise, même si on a libéré Vital Kamerhe, le procès a eu lieu. Les gens ont vu qu'effectivement l'argent est sorti, qu'effectivement l'argent est sorti sous des instructions, sous des ordres, n'est-ce pas, quelque part. Donc la responsabilité, elle est là. C'est ça la démocratie. Nous devons veiller à cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de secret d'État en la matière. Voilà. Donc il est absolument indispensable que ça se passe ainsi. Alors on verra à ce moment-là, ce sera plus difficile de condamner arbitrairement quelqu'un. Parce que la personne aura le droit de se défendre, la possibilité de se défendre devant tout le monde, publiquement. Donc tous ces grands procès doivent être publics parce que la population doit participer. Et les uns d'autres doivent se rendre compte que jouer avec l'argent de l'État, ça peut vous coûter cher. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe est au moins acquitté par la cour d'appel. Ne pensez-vous pas que la détention subie par lui est une erreur judiciaire? Mais non, mais il est acquitté. Ah oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le dossier n'est pas bouclé. Au-dessus de tout, il y a le peuple congolais. Et l'argent perdu est l'argent du peuple congolais. On veut... C'est-à-dire que vous voyez, le problème de la justice, c'est qu'on peut vous libérer faute de preuves. Faute de preuves parce que je n'ai pas pu démontrer comment vous avez volé. Mais je sais que vous avez volé. J'ai vu que vous avez volé. Mais je ne sais pas pour le prouver. Vous comprenez? Et on vous libère. Donc le fait qu'on libère quelqu'un, qu'on acquitte quelqu'un, ne veut pas dire qu'il est tout à fait innocent en réalité. C'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Mais la vérité, un procès, parfois il arrive qu'un procès clôturé il y a 20 ans soit rouvert. N'est-ce pas? Ça arrive, on ouvre un procès. Donc moi je pense que c'est vrai. Maintenant, puisque l'argent est sorti, on doit revenir là-dessus et remonter la filière. On doit établir ses responsabilités. Vital Kamerhe a été acquitté, comment dire, faute de preuves. C'est ce qu'on n'avait pas pu prouver. Ça ne veut pas dire que l'argent n'a pas été volé, n'a pas été détourné. Donc, je pense que l'affaire n'est pas terminée.
En politique, il y a des choses comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, des arrangements, des choses pareilles se déroulent parfois entre il y a la politique qui intervient dans la justice. Mais je pense que maintenant, c'est l'affaire du peuple congolais, au travers de la société civile, au travers de beaucoup d'autres choses. On doit retracer l'argent qui est sorti pour les 100 jours, on doit retracer l'argent qui est sorti pour Kangalonzo, comme pour beaucoup d'autres projets. C'est absolument important. C'est notre argent à tous. Voilà, son acquittement, ce n'est pas aussi juste une manière de sonner aussi l'image de la coalition Cash. Non, mais c'est ce que je dis. Logiquement, on devait s'attendre à ce que le ministre de la Justice soit interpellé au Parlement. Hein? Oui. Le ministre de la Justice doit venir au Parlement. Y aura-t-il des députés dans cette Assemblée nationale ou dans ce Sénat qui sont capables d'interpeller le ministre de la Justice sur les fonds pour les 100 jours, okay, en particulier pour les 56 millions pour lesquels l'autre a été libéré. Alors maintenant, c'est la société civile qui doit entrer en jeu. C'est là qu'on attend que les dossiers de la nation soient pris effectivement en charge. Parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Dans un pays comme le nôtre, où les enfants, dans pas mal de coins du pays, étudient assis par terre ou sur des morceaux de pierre, où les tableaux sont faits de morceaux de bois, et ainsi de suite, que cet argent peut être investi dans les écoles, au moment où on parle de gratuité de l'enseignement. Parce que si on totalise là tout l'argent sorti, le Kangalonzo ici, 100 jours par an, ainsi de suite, on est autour sans compter le reste, on est autour d'un milliard de dollars. On ne joue pas avec un milliard de dollars. Un milliard de dollars, ça fait combien? Des milliards de francs congolais. Hein, ça fait 1000 milliards de francs congolais, sincèrement. Voilà, pour tourner alors la page avec la justice congolaise, que préconisez-vous à la justice? Parce que c'est la justice qui élève au moins la nation. Que préconisez-vous aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo? Non, mais je dis que quelque part, de toute façon, il est évident que notre justice a reçu un coup. Dans mon livre, je parle de tout ça. J'ai dit, bon, écoutez, oui, il y a le changement. Le président de la République avait parlé de déboulonner. Alors, on a tout déboulonné. On a déboulonné le gouvernement, on a déboulonné le Sénat, on a déboulonné l'Assemblée nationale, on a déboulonné la justice, on a déboulonné la Banque centrale, on a tout déboulonné. Et quelque part, on s'est affaibli. À la justice, aujourd'hui, on le voit, a perdu beaucoup de crédibilité sur le plan national, mais sur le plan international. Donc, ça doit être corrigé. Mais alors, s'il y a ne fût-ce que 2, 3... L'UDPS, madame, a été une affaire de quelques parlementaires, 13 au sein de l'Assemblée nationale, qui ont fait bouger l'Assemblée nationale, à l'époque, le conseil législatif. Je pense que s'il y a même ne fût-ce qu'une dizaine de députés dans cette Assemblée nationale, ou dans ce Sénat, qui peuvent monter au créneau pour dénoncer les violations de la justice, les violations des droits, et ainsi de suite, la masse de députés peut suivre, la population peut suivre. Il faut simplement qu'il y ait des personnes qui aient le courage. Ils ne doivent pas être 1000 ou 100, non. Quelques-uns peuvent mettre moins de 10, mais qui montent et qui tiennent un discours, qui parlent du haut de la tribune de l'Assemblée nationale et qui parlent aux médias pour dénoncer l'injustice. La population va les suivre. Merci beaucoup. Nous fermons cette page sur la justice avec l'acquittement de Vital Kamerhe. On prend le sous-point que je n'avais pas évoqué, mais sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de notre pays. On ne peut pas passer outre sans pourtant évoquer ces points. Le troisième conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire en l'Est de la République démocratique du Congo. Je sais bien que vous avez suivi ça avec beaucoup d'attention. Quand on dit que le Rwanda, ce ne sont pas eux qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, quel est votre avis par rapport à ça? Madame, parlons de cette fameuse communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a des choses qui ne peuvent pas se concevoir. Le chef de l'État a signé l'entrée de la RDC dans la communauté, l'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État n'est pas propriétaire du Congo. Il est gérant du Congo pour une période donnée. Le peuple congolais est représenté par le Parlement. Donc l'adhésion de la RDC au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est doit être, comment dirais-je, admis. Il y a un terme, doit être ratifié par le Parlement, ce qui marque l'accord des députés congolais, du peuple congolais.
Le Parlement n'a pas ratifié cette action. Je ne comprends pas comment le chef de l'État peut aller participer. C'est une violation de... Mais oui, mais c'est clair, absolument. Il peut aller participer à un sommet de chef d'État comme si nous en étions membres. Ça n'a pas de sens. Et c'est une violation, ça on ne peut pas accepter. Ça c'est un. Deux, la communauté des pays de l'Est est faite des pays qui nous font la guerre depuis plus de 20 ans. Des pays que sans le soutien des pays de la SADC, aujourd'hui notre pays serait déjà divisé. Le Rwanda, l'Ouganda principalement et accessoirement le Burundi. Et on va adhérer à cette communauté, on va embrasser cette communauté pleine de crocodiles et on tourne le dos à la SADC pratiquement. C'est un non-sens absolu. Donc, et pire que ça, on va s'engager que ces troupes-là viennent sur notre territoire. Sans l'accord du peuple congolais. Sans l'accord du peuple congolais. On va donc avoir des troupes ougandaises qui nous font la guerre sur notre sol. On voit les troupes de Soudan du Sud qui a l'ONU chez eux là-bas pour essayer de voir la paix, mais qui viennent envoyer leurs troupes chez nous pour faire la paix chez nous. En plus de la MONUSCO, qui est là depuis plus de 22 ans et on ne voit pas à quoi elle sert. Et c'est une aberration totale. Et en tout cas, je suis un appel aux Congolais que n'acceptons pas ça, c'est trop dangereux. Parce que maintenant, on aura notre armée qui est là, on aura la MONUSCO avec toute la logistique satellitaire, armes bien plus armées que notre armée. On aura le Rwanda, on a l'Ouganda. N'oubliez pas que la base logistique de la MONUSCO, c'est en Ouganda, à Entebbe. C'est là où se trouve tout ça. On aura le Soudan du Sud, on aura le Rwanda, on aura le Burundi. Et nous, on a quoi pour défendre cette partie du territoire? Donc, on pourra, sans aucune difficulté, nous arracher cette partie du territoire sans qu'on soit en mesure de nous défendre. Parce que nous ne pourrons pas, madame, s'il vous plaît, nous ne pourrons pas tirer sur la MONUSCO. On va dire que c'est l'ONU, n'est-ce pas? Donc, on ne pourra pas se battre contre la MONUSCO. On va devoir s'incliner et on va perdre cette partie du territoire national. À cause de, pour moi, de l'irresponsabilité, notre propre irresponsabilité. Est-ce que notre armée plutôt n'est-elle pas fiable pour répondre aux normes efficaces? Là, je reviens encore avec cette question que je vous avais posée déjà autrefois, mais on revient encore sur ça. Notre armée n'est-elle pas efficace par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Madame, si ce qui se passe à l'est de la République du Congo, c'est les troupes de la Codeco, les troupes je sais pas moi, de ADF, vous allez me dire que notre armée n'est pas capable de combattre ces petits groupes-là. Nous avons quand même une armée de 140 000 soldats. Tout ça se passe dans un petit rayon en Ituri et au Nord Kivu. On ne prend pas même la moitié de nos militaires, même 40, 50 000 soldats, qu'on amène là-bas pour occuper toute cette partie et sécuriser. On ne fait rien de ça, mais on fait venir des troupes étrangères. C'est un non-sens absolu. Aujourd'hui, nous sommes incapables de dire exactement qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda n'était pas au moins cité lors de cette... Alors, c'est gravissime, madame, mais c'est gravissime. C'est ça, lorsque nous disons, le tout, ce n'est pas d'accepter d'accéder au pouvoir, mais c'est accepter au pouvoir pour quoi faire, n'est-ce pas? Alors maintenant, on ouvre des alliances, on prend des engagements avec des États qui sont nos ennemis. Et on n'a pas le courage de leur dire en face des vérités. Si on était libre, n'est-ce pas, on dirait en face que le Rwanda fait la guerre, et le Rwanda n'a pas le moyen de nous faire comme tel la guerre. Le Rwanda, c'est un petit pays minuscule, et peut-être une commune un territoire de la RDC. Si le Rwanda ose faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il est soutenu par les États-Unis d'Amérique et par les multinationales, et par les pays occidentaux, n'est-ce pas? Alors maintenant, on n'ose pas dire aux pays occidentaux, aux États-Unis en face, pour leur dire que c'est vous qui nous faites la guerre. Les morts de chez nous, c'est vous qui les causez. C'est les Bill Clinton et compagnie qui ont provoqué les tueries en Ouganda avec des conséquences que nous supportons aujourd'hui. Les pays, la France, les pays d'Europe, on n'ose pas leur dire, parce que quelque part, on n'a plus d'engagement. Et pire que ça, même le Rwanda, là directement, on n'ose pas le citer. Une réunion du Conseil, une réunion du sommet, le fameux sommet des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, où on ne cite pas le Rwanda comme agresseur.
pendant qu'on a attrapé des troupes rwandaises sur notre sol et qu'on s'est dépêché de les livrer au Rwanda, alors qu'on devait montrer au monde, voilà la preuve que le Rwanda est chez nous. Voilà la preuve que le Rwanda nous agresse. Donc, nous-mêmes, nous débarrassons des preuves pour ne pas mettre le Rwanda en difficulté. C'est gravissime. Donc, moi je pense que déjà, le fait de déplacer 20 000, 30 000, 40 000 soldats congolais dans cette partie du territoire, c'est un petit rayon, Nord Kivu et Ituri. On peut y pacifier, mais on va préférer faire venir les Ougandais, les Kenyans et j'en passe. Croyez-vous c'est très grave. Hein? Vu tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on quitte la SADC, on s'associe au moins à la communauté de l'Afrique de l'Est, croyez-vous qu'un jour on aura aussi cet espoir de dire que tout va bien à l'Est de la République démocratique du Congo? Madame, comme j'ai dit, le président de la République n'est pas propriétaire du Congo. Il est comme vous, comme moi, il est propriétaire d'une partie de ce Congo. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Donc, il appartient aux Congolais de prendre conscience que le président de la République n'a pas tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Et que si, encore une fois, si le pays est ce qu'il est, c'est les troupes de Zimbabwe, les avions de Zimbabwe et les populations de la Tchangou qui ont permis, qui ont stoppé les troupes rwandaises ici à Kinshasa déjà. Donc le pays était parti. Le pays était parti. Le pays de la communauté de l'Afrique de l'Est est totalement entre les mains des États-Unis. C'est la propriété presque les chasses gardées des États-Unis là-bas. Les pays de la SADC, ce sont des pays qui se sont libérés du colonialisme, qui sont donc battus armes à la main pour les indépendances et contre l'apartheid. Pendant que les pays occidentaux soutenaient l'apartheid. M. Laurent Désiré Kabila a fait entrer un autre pays dans la SADC. Donc une communauté qui est beaucoup plus libre, et plus indépendante et plus souveraine que la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc là où nous étions bien, plus en sécurité, où nous pouvions avoir des politiques propres pour notre indépendance, pour notre souveraineté, pour notre autodétermination. On abandonne ça, on va là où nous allons être les esclaves, les hommes de main des États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas de sens. C'est par ignorance ou par connaissance des causes? Par inféodation et par, encore une fois, par la préoccupation, l'appétit du pouvoir pour le pouvoir. On veut le pouvoir. Maintenant, vous avez le pouvoir. Vous faites quoi? Et voilà, on se rend compte qu'on ne sait rien faire et alors on commence à chercher de l'aide à l'extérieur. Après s'être affaibli à l'intérieur, aujourd'hui, l'UDPS, madame, je sais que les gens vont encore appeler, l'UDPS est par terre aujourd'hui. Mais pour quelle raison? Parce que, logiquement, le président de la République, venant de rendre l'UDPS, la logique des choses était que dès le lendemain, d'abord le soir de son élection, devait réunir un peu autour de lui ceux qui sont battus pour l'UDPS. Il n'y avait que réfléchir sur ce qui était possible de faire. On ne l'a pas fait. Le lendemain des élections, on devait convoquer un congrès de l'UDPS pour faire une évaluation. Comment se fait-il qu'un parti qui a lutté plus de 40 ans se retrouve avec 32 députés? Des partis qui ont été créés 20 ans après se retrouvent avec le double du nombre de députés, des élus. L'UDPS n'a même pas de députés au Sénat. Vous voyez un peu le problème. Donc on pose le problème, comment on peut se renforcer? Quelle coalition se renforcer? Mais avec la coalition Cash, il n'y a pas eu une seule fois une réunion entre le staff de Cash et le staff de FCC pour parler politique, parler définir politique. Non. On s'est partagé les postes au départ là, au moment de la coalition, un point très. Or, quand on fait des coalitions, c'est pour faire des politiques. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? On définit alors les points sur lesquels nous sommes d'accord, ce que nous allons faire. Pendant qu'ils négociaient la coalition CCCH, nous, les pionniers de l'UDPS, on avait fait un mémo qu'on avait déposé, remis à tous les participants pour dire, à notre point de vue, voilà une série de priorités que si nous nous mettons d'accord là-dessus, et si nous pouvons les réaliser, ne fût-ce que la moitié, je pense que le peuple congolais se retrouvera pour soutenir. Il n'y a jamais eu de réunion coalition FCC-CACH. Et puis là, ça m'a dit, voilà, le FCC nous bloque, bon, on casse. Mais
Aujourd'hui, qui vous bloque alors? Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que vous avez... Aujourd'hui, ce n'est plus FCC. Voilà. Alors, on a constitué une coalition qu'ils appellent Union Sacrée. Si on pose la question, vous êtes coalisés autour de quoi? Quel programme? Parce que quand on s'est réunis autour d'un programme, vous vous êtes réunis autour de quel programme? Zéro. Zéro, il n'y a rien. Donc, alors, si vous faites alors, ce n'est plus une coalition, c'est un attroupement. Des gens qui sont là comme ça. Mais alors, s'il n'y a pas une ligne claire, qu'est-ce qui dirige? Quel est le cadre? Quelle est la charte? Qu'est-ce qui vous met ensemble? Il n'y a rien. Aujourd'hui, de toutes les façons, aujourd'hui, la population congolaise ne voit pas au moins l'union sacrée. On voit l'IDPS au pouvoir. Quel serait le bilan que l'IDPS va présenter à la population en 2020? La population doit regarder Félix Tshisekedi. On ne peut pas regarder l'UDPS. L'UDPS n'est pour rien dans ce qui s'est fait aujourd'hui. L'UDPS, madame, c'est une vision un combat politique de plus de 40 ans. Des privations, des sacrifices pour le bien du peuple congolais. Ça, les gens doivent le comprendre. Et aux quatre coins du pays, vous allez trouver des gens de l'UDPS, vous allez leur parler, et vous verrez qu'ils ont le même langage que moi. Parce que quand nous sommes engagés, nous, ce n'était pas pour jouir. Aujourd'hui, écoutez tous ces scandales, c'est quoi? C'est parce que les gens cherchent à jouir, alors ils font n'importe quoi, ils acceptent n'importe quoi. L'UDPS ne porte aucune responsabilité dans tout ce qui se passe. Félix Tshisekedi, président de la République, il a fait venir les gens que lui voulait faire venir autour de lui. Ok, ça va? Alors, ils assument seuls la responsabilité. Et je ne vois pas en quoi se base de quoi. Est-ce qu'il a le programme de l'UDPS? Non. Donc, les gens continuent à souffrir, alors que nous sommes battus pour mettre fin à ces misères. Et alors qu'il aurait fallu seulement réunir les intelligences nationales et de tous les patriotes pour qu'effectivement nous puissions prendre les décisions qui sont nécessaires pour sortir le pays de difficultés sur ces différents plans. On ne l'a pas fait. Alors maintenant, à l'interne, on n'a pas de force, alors on recourt à l'extérieur. L'aide extérieure n'a jamais été gratuite. Vous la prenez, alors il y a des conditions. On contrôle votre gestion et puis vous devez rembourser cette aide-là d'une manière ou d'une autre. Et alors, on fait venir des troupes étrangères là où, ici, en interne, on est tout à fait capable de neutraliser ces gens-là. Donc, on a entendu du chef de l'État, même du Premier ministre, qu'il s'impose, qu'il montre un peu, qu'il dise un peu quelque chose. C'est pour ça que dans une des émissions, j'ai dit, puisque nous sommes en guerre, quand vous tenez compte du nombre de Congolais qui sont tués, et que nous pouvons compter que sur nous-mêmes, alors il faut que l'on change. Le Premier ministre que nous avons en place, M. Samuel Kondé, c'est un monsieur très gentil, il est très doux, n'est-ce pas? Mais en ce moment ici, on a besoin d'un Premier ministre battant. Pour moi, j'ai dit qu'on a cherché le général, comment il s'appelle, Olenga, François Olenga, qu'on le nomme Premier ministre. Je vous dis, madame, qu'on le nomme Premier ministre, qu'on a cherché le général Kaloumé, qu'on le nomme ministre de la Défense, qu'on a cherché général, même Toumbala, qu'on le nomme chef d'état-major général, ou un autre général qu'on nomme ministre de l'Intérieur. Je vous assure que ça donnera l'esprit qu'on est en guerre. On doit comprendre qu'on est en guerre. Voilà, merci beaucoup. On me signale que ça nous reste au moins 3 minutes pour boucler cette émission. De toute façon, on ne peut pas tourner, boucler au moins cette émission ça pour évoquer ces points parce que je l'avais déjà annoncé. 70e anniversaire de la République démocratique du Congo s'approche déjà avec plein de mouvements, plein de histoires qui s'annoncent déjà aujourd'hui. Nous avons le retour de Dan de Lumumba, il faut le dire. Vous avez suivi d'abord le discours de sa fille, qui se pose trop de questions, qui n'a pas de réponse, qui se demande en fait, acceptez-vous d'abord cette esquisse de la part de la Belgique? Madame, excusez-moi de ne pas me comporter comme membre de la famille de Lumumba. Lumumba est un patrimoine national. Permettez-moi donc de réagir politiquement en tant que patriote. Je vous en prie. Lumumba est mort pour le Congo. Okay. Si de reste Lumumba devait être restitué, il devait être restitué au Congo. D'abord, une reconnaissance que les Belges reconnaissent que ils ont ça. L'homme qui a découpé Lumumba en morceaux là, qui a gardé la dent, j'étais en Belgique, il est passé à la télévision, il a montré ses dents. Il a dit, en rigolant, ils disent que Lumumba va revenir, mais quand il va revenir, il aura 2 dents au moins. Les voici. Il montre les dents. Il n'a pas été condamné pour ça.
Cet homme-là, madame, il est mort de sa belle mort, de vieillesse. Il n'y a jamais eu le moindre procès, il n'y a jamais rien eu en Belgique. Ça montre à quel point la Belgique est coupable dans cette affaire-là. Elle ne l'a pas fait. Et moi je regrette aussi que d'un côté, de l'autre côté, côté congolais, en Belgique, il y a eu une enquête sur la mort de Lumumba. En RDC, il n'y a eu aucune enquête. En RDC, il n'y a eu aucun procès. Or, on devait le faire ici aussi, chez nous. On pensait qu'avec l'avènement de la démocratie, on devait le faire. Or, qu'est-ce que la Belgique profite à un moment où l'État congolais est trop faible pour dire voilà, on constitue, comme ça c'est terminé. C'est pas ça. C'est une affaire d'État, n'est-ce pas? Il est important qu'on y revienne. C'est comme l'affaire du fameux rapport Mapping. Mais oui, c'est vrai, il faut un procès international. Mais rien n'empêche d'organiser un procès au niveau congolais. Des noms sont cités dans ce rapport. Il y a des témoins, les endroits sont connus, il y a des témoins vivants, il y a les survivants. On peut organiser un témoin, mais un tribunal. Même si on se voit à l'international après, ça ne nous empêche pas de le faire. Donc la mort de Lumumba, il doit y avoir un procès, on doit établir. Maintenant, on dit que les 17 témoins belges qui étaient de l'époque, il n'en reste plus que 2. On attend que les 2 qui restent la meilleure pour qu'à ce moment-là, on organise le procès. Je pense que, nous devons organiser ce procès. Il y aura dans des pays dans le monde qui sont prêts à soutenir un tel procès, même des pays africains, puisqu'il va de notre libération. Il est clair que si les responsabilités de la Belgique sont établies, notre diplomatie aura une arme de plus à l'endroit de la Belgique, et quelque part nous poserons aussi des compensations, nous négocierons les intérêts du Congo. Nous sommes au pouvoir pour négocier, nous sommes au pouvoir c'est pour négocier les intérêts du Congo, pas l'inverse. Donc je pense que les choses ne sont pas mal passées, sont pas bien passées. Considérons que oui, c'est un premier pas au niveau familial. Maintenant, il est temps que l'État congolais prenne les choses en main et que le dossier soit réglé au niveau étatique. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez juste de le dire, ici en RDC, il n'y a pas des enquêtes menées, il n'y a même pas, il y a rien comme un procès. Il n'y a rien. La Belgique a remis quand même, de toutes les façons, je dirais qu'il a essayé quand même de laver ses mains. Croyez-vous que l'histoire est-elle corrigée en faisant ça? Absolument pas. Il n'y a rien encore. Je veux dire qu'il n'y a rien qui a été établi, qui est terminé. La Belgique a remis le corps, oui, les enfants le réclamaient et tout ça, d'accord, très bien, mais ce n'est pas fini. Je pense qu'il doit y avoir un RDC. Il y a une initiative qui a été prise par des jeunes du groupe de Lisanga Lumumba. J'avais rencontré ces jeunes gens, j'avais dit, mais allons plus loin, il faut faire quelque chose de plus grand. Associer les historiens, associer les juristes, associer tous ces gens pour qu'effectivement, qu'il y ait une action de cette nature-là. C'est très très important pour que tu es un premier ministre d'un pays naissant. Nous payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Nous évaluons à combien le manque à gagner pour la RDC du fait que les Belges sont largement impliqués dans cela. Mais évidemment, si vous avez des chefs d'État qui ont les mains liées par des engagements avec les pays qui sont responsables de la mort de Lumumba, la Belgique et les États-Unis, alors il ne faut pas ouvrir la bouche. Alors que c'est un dossier gravissime. On a tué un Premier ministre en fonction et on a arraché des pièces dedans, on est parti avec et on les a. Et le fait que la Belgique n'ait pas engagé une action, ça veut dire que c'est coupable. Donc on a entendu que cet homme meurt et c'est un jeune Belge, Ludovic, qui a dans un livre dénoncé ça et qui a porté plainte et ainsi de suite. Donc pour moi je pense que c'est un premier pas, un premier geste, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, 72e anniversaire de la République démocratique du Congo. Quel avenir faut-il tracer pour RDC? Parce que c'est l'âge déjà de la retraite pour animer, mais pour le pays alors. Non, mais je pense que nous avons tous les atouts. La RDC souffre d'un problème de leadership. Le leadership, c'est la clé. Alors, les ennemis du Congo s'investissent pour contrôler le leadership au Congo. Si vous êtes là à la CENI aujourd'hui, vous verrez combien les Occidentaux défilent là-bas, matin au soir. Parce qu'ils veulent contrôler la CENI. La CENI, c'est la casserole où se préparent les futurs dirigeants, n'est-ce pas? Ils contrôlent ça. Quand on aura un leadership patriotique, congolais à 100%, je veux dire
conviction, n'est-ce pas, les choses pourront changer. Parce que ce n'est que là que nous pourrons, à ce moment-là, que nous pourrons prendre les décisions qui sont importantes, comme organiser nos élections en les finançant nous-mêmes, signer des partenariats politiques et économiques avec des pays dans lesquels nous nous retrouvons et se retrouvent. Oui, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est d'abord un problème de leadership et de souveraineté. Si nous ne sommes pas souverains, nous ne pourrons pas nous doter de leaders que nous estimons être plus à même de servir les intérêts de notre pays. Merci beaucoup, ça n'est fini pour ce soir. Nous vous disons merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, madame, comme toujours. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 15h30. Bonne fête de l'indépendance et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.